Voilà, je vais partager mon écran. C'est bon pour tout le monde, le logo du FG à l'écran? Oui. Oui. Parfait. Bon, ce soir, nous allons donc parler de négociation, enfin, plus exactement de deux thèmes, convaincre et négocier. Alors, c'est vrai qu'en général, quand on pense négociation, on pense principalement aspect tarifaire. Nous, on va plutôt s'inscrire dans le côté, là aussi, leadership et management. Bien évidemment, il peut y avoir des éléments financiers dans une négociation que vous serez amené à mener, ne serait-ce que parce que vous allez, par exemple, négocier des ressources avec votre hiérarchie. Mais vous pouvez aussi être amené à négocier des accords, des délais, négocier avec des IRP, etc. Donc, on va prendre ça de façon assez large. Est-ce que vous avez eu le temps de faire l'exercice qui vous était demandé dans la phase préparatoire? Ouais. Oui? Oui, pour moi. De le regarder et d'y réfléchir aussi, oui. D'accord, très bien. Ouais, Alors, également pour moi aussi. tout de suite, vous aurez en travail de suivi le corrigé justement de cet exercice et on va voir comment il s'inscrit par rapport à certains outils qu'on va regarder justement ce soir. On va commencer par quelques définitions, histoire de repositionner un petit peu comment définir une négociation. Alors, j'en ai pris certaines qui sont assez classiques, mais qui montrent bien qu'aujourd'hui, quand on parle négociation, on cherche plus à se positionner comme une recherche de solutions communes et non comme le côté de la victoire ou de la défaite, c'est-à-dire aurait remporté la négociation celui qui aurait en fait écrasé l'autre. Donc là, on est beaucoup plus dans le côté long terme, continuité d'une collaboration. Si je reprends la première définition, donc celle de Christophe Dupont, pour lui, c'est l'activité qui met en présence plusieurs parties qui, en raison de leur interdépendance, veulent trouver une issue satisfaisante et non violente à une situation exigeant de la part de chacun la prise en compte de la réalité de l'autre. Alors, je reviens sur quelques termes importants. Interdépendance, eh bien, ça veut dire que clairement, chacun a besoin, au moins en partie, de l'autre, de communiquer avec l'autre. Qu'on veut trouver une issue satisfaisante, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans l'optique, on essaie de trouver une solution non violente. Je ne parle pas de violence au sens physique du terme, mais d'un clash, d'une rupture dans la collaboration. Et vous voyez, quand on parle de prise en compte de la réalité de l'autre, vous retrouvez tout ce qu'on a pu voir sur la notion d'empathie, c'est-à-dire accepter de considérer les besoins, les attentes, les contraintes de l'autre dans la négociation. Si je reprends ensuite la définition de Lax et Sebenius, un processus d'interaction opportuniste dans lequel deux ou plusieurs parties en situation de conflit apparent tentent d'obtenir par un accord un résultat meilleur que d'autres moyens de décision. On a un petit peu les mêmes éléments clés. Situation de conflit apparent, et là, ça nous ramène à voir que parfois, dans la négociation, certains vont pousser le cible sur un ultimatum, sur des menaces de rupture. Voilà, je vais vous demander, pour ceux qui ont du bruit autour d'eux, de couper vos micros, merci. Tente d'obtenir par un accord, donc on revient à cette notion de recherche de solutions communes, un résultat meilleur que par d'autres moyens de décision, c'est-à-dire que par le clash ou la rupture. Dernière définition, celle d'Ury et Fischer, qui sont les premiers référents, on va dire, de la négociation raisonnée, une collaboration constructive, c'est-à-dire qu'on va élaborer ensemble, en travaillant ensemble, pour mettre sur pied la solution d'un problème commun. Donc, on s'inscrit vraiment, là aussi, dans une recherche de solution et non pas, encore une fois, d'écrasement de l'autre. Si on regarde maintenant les éléments importants dans la négociation, je suis toujours étonnée de voir le nombre de négociations, y compris dans les plus grandes entreprises, qui sont mal préparées. C'est-à-dire de gens qui partent un petit peu la fleur au fusil,
en disant, bon, bah, de toute façon, on se connaît, on connaît ce qu'on peut obtenir l'un de l'autre, etc. Donc, allons-y. Ou bien au contraire, bah, de toute façon, on ne se connaît pas, donc on verra bien une fois le moment venu. La préparation, ça va être quelque chose d'absolument essentiel. Premièrement, d'où partons pour nous et pour les autres? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? De quoi est-ce que je peux me contenter? Quel est le point, ça on va y revenir plusieurs fois, sous lequel je ne peux pas descendre, le point qui sera non négociable? Et comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce que sa position affichée sera, de mon point de vue, celle qu'il espère vraiment? Ou bien est-ce que ce sera celle dont il est prêt à rabattre? On va ensuite envisager une stratégie de négociation. Comment est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs? Et là, on va retrouver tous ces éléments. Est-ce que je vais adopter plutôt une communication confrontante, une communication de collaboration? Quels sont mes arguments? Qu'est-ce que je vais prévoir comme objection de la part de mon interlocuteur? Et puis définir l'organisation matérielle de la négociation, parce que ça aussi, ça a souvent un impact extrêmement important. Si vous êtes parti négocier des ressources supplémentaires auprès du siège à l'international et que vous êtes tenu parce que vous avez un horaire d'avion, eh bien, ça va impacter le comportement que vous aurez pendant cette réunion de négociation. Ce diagnostic préliminaire, on va le faire comment? En fait, on va se poser déjà la question sur quoi est-ce que la négociation porte exactement. Donc, quel point est-ce que je vais avoir à négocier? Est-ce que je vais avoir à négocier des montants, des ressources, des salaires? Est-ce que je vais avoir à négocier des délais? Est-ce que je vais avoir à négocier un assouplissement sur un nouvel organigramme? Ou est-ce que je peux avoir à justement débattre avec mon interlocuteur? Quel est le contexte? Le PESTEL, c'est un outil que vous devez connaître par cœur. Vous n'aurez peut-être pas des éléments qui vont s'inscrire en totalité dans votre approche, mais c'est déjà où est-ce qu'on en est pour moi et pour l'autre dans le contexte politique, économique, sociologique, techno, environnemental et légal. Où est-ce que nous en sommes l'un et l'autre de ce côté-là? Et vous voyez que finalement, notre objectif dans ce diagnostic préliminaire, ça va être, par rapport à l'enjeu de la négociation, d'être capable de définir notre SWOT. Par rapport à cette négociation, par rapport à ces enjeux, quels sont mes points forts? Quels sont les arguments sur lesquels je peux m'appuyer? Quels sont mes points faibles? Ou est-ce que je ne suis pas vraiment en situation de confort par rapport à cette négo? Et puis, et c'est là où le PESTEL peut vous être utile, quels sont les facteurs pour moi favorables et défavorables? Et ça, on y reviendra quand on parlera du cas que vous aviez à étudier en travail préparatoire. La difficulté, c'est non seulement que vous avez intérêt à bâtir votre SWOT, mais autant que possible, vous avez aussi intérêt à réfléchir à celui de la partie adverse. Quels sont pour la partie adverse aussi ses points forts, ses points faibles, et puis les facteurs extérieurs favorables ou défavorables. Tous ces éléments vont déjà vous permettre d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus armé pour préparer votre argumentation, pour anticiper sur les objections de l'autre et voir sur quoi vous et lui, vous pouvez jouer éventuellement. Il y a aussi un élément qui peut être important à prendre en compte, c'est l'interculturel. Est-ce que dans le cadre de cette négociation, il y a des éléments qui vont rentrer en jeu? Si le sujet vous intéresse, on ne va pas parler d'international aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais si c'est quelque chose qui peut intervenir dans votre contexte professionnel, je vous invite vivement à jeter un œil aux travaux de Hofstede. Hofstede est un consultant qui a mené des missions pour IBM en interviewant quelques milliers de cadres dans différents pays pour voir justement ce qui pouvait jouer pour eux en facteur culturel dans le cadre d'une négociation.
Par exemple, le rapport entre l'individu et le groupe. Au Japon, la force du groupe est essentielle. Ce qui veut dire que si dans une négociation, par exemple, vous commencez à avoir une relation privilégiée avec un des interlocuteurs japonais, eh bien peut-être qu'en fait, vous allez vous tirer une balle dans le pied, puisque eux, ce qu'ils attendent, c'est que vous vous adressiez au groupe. De même, d'un pays à l'autre, les cultures sont plus ou moins à l'aise avec la notion d'imprévu. En France, on est très axé sur le côté il faut tout prévoir. Vous connaissez chez nous le principe de vigilance, le principe de précaution, etc. Il y a des civilisations, des cultures qui sont beaucoup plus à l'aise avec un imprévu. Donc, devoir remettre sur la table une négociation alors qu'on pensait la boucler tel jour, ça ne leur pose pas de problème. L'imprévu, ça fait partie de leur culture. Chez nous, ce sera sans doute un petit peu moins vrai. Donc, se renseigner sur tous ces éléments pour nourrir votre SWOT et celui de l'interlocuteur, vous voyez que ça peut être des éléments qui vont être extrêmement importants. Toujours dans ce diagnostic préliminaire, donc je vous rappelle qu'il va représenter à peu près la moitié de la négociation en termes de succès, bien se poser la question, quels sont les enjeux de l'autre? Quels sont ses intérêts? Quelles sont ses préoccupations? Quelles sont ses craintes? De quoi est-ce qu'il est certain, à tort ou à raison? Quel est le pouvoir de décision réel de notre interlocuteur? Quels sont les risques pour chaque camp en cas de désaccord? Vous voyez que celui qui a le plus de risques si l'accord n'aboutit pas va être un petit peu en situation de faiblesse parce qu'il ne peut pas se permettre que ça ne marche pas. Quelles sont ses attentes explicites et implicites? Attente explicite, celle qu'il va exposer. Attente implicite, celle sur laquelle il ne sera peut-être pas aussi franc. Je prends un exemple. Vous avez un nouvel élu dans un syndicat. Il ne va pas vous le dire, mais il a peut-être envie de faire ses preuves dans le cadre de cette nouvelle négociation. Donc, il va peut-être être particulièrement agressif et exigeant, tout simplement parce qu'il a la volonté immédiatement d'asseoir sa réputation en tant que nouvel élu. Évidemment, il ne va pas le dire. Mais pour vous, le fait de savoir qu'il est nouveau, ce sera un élément à prendre en compte dans le cadre de cette préparation. Toujours dans le diagnostic, comment se répartissent les pouvoirs des négociateurs? Et là, il faut vraiment différencier l'organigramme, c'est-à-dire les fonctions des gens qui participent à la négociation, et le sociogramme, c'est-à-dire qui, en réalité, a le pouvoir. Vous connaissez probablement des gens qui ont des titres extrêmement ronflants, mais qui n'ont pas vraiment de pouvoir de décision, et d'autres qui vont avoir des titres un petit peu plus modestes, un petit peu plus flous, mais qui, en fait, sont réellement soit des éminences grises, soit des acteurs essentiels dans une décision. Ces négociateurs, vous les connaissez ou pas? Ce qui est important, si vous en avez la possibilité, c'est d'essayer de trouver des informations sur eux. Comment est-ce qu'ils se comportent en général? Est-ce qu'ils ont l'habitude de procéder avec des trucs et des astuces? Il y en a qui sont relativement simples à repérer. Technique de commissariat, le bon et le mauvais flic, celui qui va jouer plutôt la recherche d'accords et celui qui va être particulièrement agressif, s'en tenir aux positions, voire être un petit peu menaçant. Quels sont les jeux de pouvoir et d'influence? Est-ce que chez vos négociateurs, il y a des luttes d'influence et vous savez très bien qu'il y en a un qui veut absolument remporter cette négociation, mais peut-être que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'a pas tellement envie que cette négociation réussisse. Donc, tous ces éléments-là, autant que possible, préparez, renseignez-vous. Après, il va falloir passer par une phase d'observation extrêmement importante pour essayer de repérer ces éléments-là, notamment les jeux de pouvoir, les craintes, les zones de confort ou d'inconfort de la partie adverse. Et là, je vous rappelle à ce qu'on avait vu dans les statistiques de Merabian, la nécessité d'être vraiment en observation. Si vous vous souvenez des chiffres, 7% impact des mots seuls, 38% le non-verbal, 55% la gestuelle.
C'est-à-dire que quelqu'un qui va commencer à vous dire, par exemple, je vais vous parler extrêmement franchement, avec les yeux baissés, avec les mains fermées, avec toute une gestuelle qui traduit une forme de mal-être, eh bien, peut-être que sa vocation n'est pas d'être si franc que ça. Hein, il y a un petit peu dans toute la négo ce qu'on appelle le poker face. Je ne sais pas s'il y a des joueurs de poker expérimentés parmi vous, mais où on apprend justement à masquer ses satisfactions comme ses déceptions pour ne pas donner prise à l'adversaire. Il vous est peut-être arrivé, par exemple, de détecter chez votre patron un geste ou une formule qui fait que vous pouvez repérer tout de suite si la négociation est plutôt bien partie ou pas. Et ça, cette observation, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans le cadre de la négo. Notre stratégie. Toujours dans le cadre de cette préparation, on va essayer d'identifier les scénarios possibles et leurs conséquences. S'ils exigent tel élément, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où peut-on aller? Quelle posture va-t-on adopter? Est-ce qu'on démarre sur une posture de coopération ou est-ce qu'on démarre sur une posture de confrontation? Ou bien est-ce qu'on est prêt à alterner l'une et l'autre? Par exemple, de démarrer avec une attitude plutôt collaborative. Maintenant, si on sent que l'autre ne nous prend pas au sérieux ou en abuse, là, on va peut-être passer à une posture beaucoup plus ferme, beaucoup plus confrontante. Dans ces cas-là, il faudra aussi repérer qui prend la parole, avec quels arguments, avec quelle formulation. Et on en arrive à un point clé dans la stratégie, c'est notre solution préférée. En fait, vous allez trouver plusieurs niveaux de négociation que vous avez à préparer avant d'entrer en discussion. La solution que vous allez afficher, celle que vous allez demander spontanément pendant la négociation. Ensuite, il va y avoir votre solution, on va dire, normale, celle qui vous paraît logique, votre objectif réel. Troisième élément, on va avoir ce qu'on appelle votre mésor, votre meilleure solution de rechange, celle que vous êtes encore prêt à accepter, même si ce n'est pas celle qui correspond vraiment à votre objectif. Et dernier point, quel est le niveau en dessous duquel vous ne descendrez pas? Alors, c'est particulièrement important d'avoir en tête à tout moment ces différents niveaux de solution. Pourquoi? Parce que ensuite, dans le feu de l'action, avec un interlocuteur rusé qui essaie de vous déstabiliser, qui sait comment vous prendre, avec simplement l'usure d'un débat qui se prolonge, eh bien, vous pouvez avoir tendance à en rabattre sur vos objectifs. Et si vous n'avez pas clairement en tête votre meilleure solution de rechange, notamment, et le point en dessous duquel vous ne descendrez pas, vous aurez cette tendance à être plus souple, à autoriser, on va dire, une négociation moins favorable que ce que vous aviez déterminé comme le point de rupture. Donc ça, ce seront vraiment des éléments à avoir en tête à tout moment pendant une négociation. Point sur lequel réfléchir aussi favorablement. Quelles alternatives est-ce que je peux proposer le cas échéant? Est-ce que j'ai des solutions qui me permettent de sortir un petit peu du cadre? Est-ce qu'il y a des concessions que je peux faire? Lesquelles? Jusqu'où? Quelle est en gros ma marge de négociation? Quels sont les éléments sur lesquels, pour moi, c'est non discutable? Ça, j'insiste vraiment sur cet élément-là. C'est particulièrement important et d'expérience, je peux vous dire que dans le cadre de négociations, on se contente en général de « j'aimerais bien obtenir ça » ou « bon, à la limite, tel niveau » et ça ne va pas au-delà. Comment gérer le temps? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs réunions? Est-ce que la négociation est censée se gérer sur un seul temps de travail? Combien de temps est-ce qu'il vous faut, à votre avis, pour échanger en argumentation? Quelle technique de négociation vous allez utiliser? On va en voir certaines tout à l'heure. Le point par point, l'approche globale, le faux pivot, etc. Et ces techniques de négociation, c'est important de les connaître, non seulement pour les utiliser,
mais aussi pour pouvoir les reconnaître chez l'autre s'il essaie de les utiliser. Et puis se positionner dans l'avenir. Qu'est-ce qu'un accord gagnant-gagnant? Est-ce qu'on pourra continuer à travailler ensemble sur les bases d'un accord dans telles conditions? On parlait tout à l'heure dans les définitions de la négociation raisonnée, quelque chose qui, par exemple, s'est passé à une époque dans la grande distribution, c'était une tendance à étrangler un petit peu les petits producteurs. Du coup, certains ont disparu de la négociation, se sont regroupés entre eux, ont fini par devenir des forces beaucoup plus confrontantes et bon, finalement, beaucoup moins favorables. Je prends un autre exemple. Regardez ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça s'applique aussi dans la géopolitique, où on a voulu totalement écraser, pratiquement même sans négociation, l'Allemagne. Et tout s'est mis en place, en dehors des intérêts, de certains intérêts économiques, mais tout s'est mis en place pour qu'on fasse naître une volonté de revanche et qu'on génère le deuxième conflit mondial. Donc, cette optique, ça c'est un point important. On est là pour trouver une solution qui va nous permettre de continuer à travailler ensemble. Ce qui est aussi un point important, c'est que ça va nous permettre de démarrer un débat en parlant de ce sur quoi nous sommes d'accord. En général, dans une négo, on commence tout de suite par la partie dans le dur, si je puis dire. On va aborder tout de suite nos points de litige. Et c'est quelque chose qui va être aussi important de déterminer au départ sur quoi nous avons une volonté commune. L'aspect matériel, je vous le disais tout à l'heure, le timing, la logistique, c'est quelque chose qui va avoir son importance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'extrait de film 12 hommes en colère que nous avions vu en début de parcours. Vous voyez que tant que le ventilateur est en panne, c'est-à-dire qu'ils ont chaud, que l'atmosphère est pénible, il y a des moments où le débat tourne plus facilement à l'affrontement. Tout simplement parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, on est un peu plus sur les nerfs. C'est un peu la même chose dans ce cadre-là. Il va falloir fixer l'organisation. Où est-ce qu'on se retrouve? Avec quel agenda? Quelle équipe va y participer? On a intérêt à prendre des gens aussi qui s'entendent bien entre eux, idéalement qui se connaissent bien, qui peuvent se comprendre au mieux d'un regard, d'une intonation. On va également fixer et rappeler en début de négociation les règles du jeu. On va le voir tout à l'heure, ça peut être extrêmement important en début de négo de rappeler que nous sommes là pour aborder tel point, on va respecter un certain nombre de règles. D'abord parce que là aussi, on s'inscrit dans une volonté commune. Et ensuite, si jamais ça dérape, ça nous permettra de revenir aux règles du jeu. Vous avez peut-être remarqué, par exemple, en Codev, que pratiquement systématiquement, je vous rappelle que les questions doivent être des questions d'approfondissement et pas des questions solutions. Là, c'est un petit peu pareil. On rappelle les règles du jeu devant chaque négociation. Comment est-ce qu'on va commencer? Comment est-ce qu'on va conclure? Qui prend la parole en premier? Avec quelle formulation? À partir de quel moment on considère que la négociation s'arrête? Donc, si je reprends un peu tous ces éléments sur la grille de préparation. Prise de recul, je définis donc par rapport à un enjeu donné, je vous rappelle que le SWOT n'existe que par un enjeu donné, pour nous et pour la partie adverse. Attention, il s'agit bien du SWOT par rapport à la négo et pas du SWOT global de l'entreprise ou de votre entité. On s'inscrit vraiment dans ce contexte précis. Nos objectifs. Et dans les objectifs, je vous rappelle les différents niveaux. Affiché, objectif réel, meilleure solution de rechange, point de non-retour. Ma marge de négociation. Est-ce qu'il y a des concessions que je peux faire? Autant que possible, identifier les acteurs qui vont participer à la négociation. On va parler très vite là de notre réseau d'influence. Qui, dans cette négociation, a une influence positive ou négative pour moi? Et dans cet objectif, notamment, on va essayer de recueillir toutes les informations qui peuvent nous être utiles. Tout ce qu'on a vu préalablement. Les astuces, le style, leurs habitudes de négo, etc. On a préparé toutes nos clés d'argumentation.
Nos clés d'argumentation, elles peuvent se référer à un historique. Si j'ai besoin de négocier des ressources avec mon patron, ben, j'ai peut-être intérêt à aller voir ce que je lui ai demandé préalablement, ce qu'il m'a accordé, ce que j'ai fait des ressources justement que j'ai obtenues. Est-ce que pour certaines, finalement, j'avais été un petit peu pessimiste ou au contraire un petit peu optimiste dans les ressources demandées, etc. Anticipation et traitement des éventuelles objections. Qu'est-ce que l'autre peut me balancer comme opposition? Bien évidemment, je ne pourrai pas toutes les prévoir, mais je peux déjà en prévoir un certain nombre. Soit parce que je le connais bien, soit parce que ce sont des objections qui me paraissent logiques. Option créative. Qu'est-ce que j'appelle une option créative? C'est une sortie de cadre. Je suis là pour négocier a priori sur telle base. Maintenant, si je me rends compte notamment que j'ai un point de blocage, est-ce que je peux imaginer autre chose? Je vais prendre un exemple qui est cité dans un des ouvrages que je vous ai présenté au départ, dans une des citations, l'exemple d'un avionneur européen qui voulait absolument s'implanter sur le marché américain. Sauf qu'il s'est heurté au point de non-retour imposé par les autorités américaines à l'époque, c'est-à-dire nous n'achèterons que construit aux États-Unis. Impossible pour lui d'envisager une construction aux États-Unis. Donc, un point de non-retour des deux côtés. L'option créative, ça a été, OK, je ne peux pas vendre d'avions aux États-Unis. En revanche, je peux procéder en louant des avions aux États-Unis, en louant des heures de vol. Donc, je sors du cadre qui, au départ, était d'arriver à un contrat d'achat de matériel et j'en arrive à un achat de prestations, c'est-à-dire à une location. Mon objectif, ma meilleure solution de rechange, c'était de parvenir à prendre pied sur le marché américain d'une façon ou d'une autre, qui a pu se réaliser de cette façon-là. Donc, vous voyez la nécessité de réfléchir avant, et pas forcément dans le feu de l'action, aux solutions que vous pouvez mettre en place pour une collaboration sur le long terme. Organiser les équipes et se répartir les rôles, et je dirais même si c'est une négociation à fort enjeu où vous êtes plusieurs, envisagez de répéter, comme un jeu de rôle. Revoir les arguments, revoir les objections et comment vous allez y répondre, etc. pour vous sentir pleinement en confiance dans le cadre de la négo. Je vous rappelle que plus vous serez en confiance, plus votre gestuelle, les 55% qui vont impacter votre communication auprès de votre adversaire, vont paraître naturels et plus vous avez des chances d'être parfaitement en congruence entre les mots, les intonations et votre gestuelle. Voilà le fameux réseau d'influence que je viens d'évoquer. Bon, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je vous invite à faire avant une négo, c'est d'identifier les acteurs qui vont constituer votre réseau d'influence et de vous poser la question pour chacun, en quoi est-ce qu'il peut m'aider? Quel peut être son rôle? Quels seraient pour lui ses enjeux? Est-ce qu'il a des attentes vis-à-vis de moi? Comment est-ce qu'il peut m'aider? Et comment est-ce que moi, je pourrais l'aider? Pour ceux qui ont vu justement l'exercice à faire en phase préparatoire, pour les autres, vous le ferez dans le travail de suivi, vous voyez que le responsable d'entité dans une autre entreprise qui a mis en place un open space particulièrement performant sera un facteur d'influence positif. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le travail, je résume en 2 mots la problématique. Un chef de service qui est en train de boucler un énorme appel d'offres pour un très gros client et qui va devoir en même temps gérer un déménagement et un passage de son équipe en open space. Donc, il se trouve un petit peu face à une injonction paradoxale qui est préserver l'activité de son entité, se donner toutes les chances de réussir l'appel d'offres important vis-à-vis de ce client, mais en même temps, gérer le déménagement, l'open space, et préserver évidemment la qualité de vie au travail de son équipe. Donc tout ça n'est pas gagné. Et en fait, ce qu'il va essayer de négocier avec son patron, c'est un délai supplémentaire pour servir en quelque sorte de service
pilote dans la mise en place d'un open space, puisqu'il y a déjà des services dans cette entreprise qui sont passés en open space, qui ont déménagé, et que jusque-là, les résultats ne sont pas extrêmement satisfaisants. Or, il connaît quelqu'un dans une autre entreprise qui a mis en place son service en open space, et il semble que ça fonctionne très très bien. Donc, du coup, il va s'appuyer sur ce service qui fonctionne très bien. Donc, à l'extérieur de l'entreprise, il a un acteur très positif. Dans l'entreprise lui-même, il va avoir des acteurs avec une influence positive. Par exemple, une responsable des ressources humaines qui est assez novatrice, qui aime bien tout ce qui aurait un profil dans les cadrans d'Hermann innovateur, un manager visionnaire. En revanche, il y a également des acteurs qui sont plutôt des facteurs négatifs. Il y a une partie du CODIR avec pas mal d'idées en tête, c'est-à-dire que voilà, on peut tout à fait mettre en place un open space, ça fonctionne très bien, les autres font s'y faire, etc., etc. Donc, cartographier les gens qui ont une influence forte, moyenne, faible, et voir parmi tout votre réseau dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, comment vous pouvez utiliser leur point de vue, leur position pour faire passer au mieux vos demandes dans le cadre d'une négociation. Si je reprends l'exemple dont vous allez lire la solution, vous voyez par exemple que le très gros client qui vient de soumettre un très gros appel d'offres en train d'être bouclé, c'est un facteur extrêmement positif pour retarder le passage en open space. Puisque plus on va s'appuyer sur l'exigence de ce client, plus on a intérêt à être tranquille pour boucler l'appel d'offres. Ça vous paraît clair ce que je vous dis sur le réseau d'influence? Vous voyez comment ça fonctionne? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'une négociation, en gros, se passe bien, se fasse de façon constructive? Premier point, proposer des alternatives. Ne pas se positionner dans le côté « c'est à prendre ou à laisser ». Et vous voyez que pour proposer des alternatives, des solutions de réchange, eh bien, il faut les avoir préparées. Souligner les convergences, alors que dans une négociation, on a tendance à tout de suite souligner ce qui nous sépare. Souligner les convergences, il y a plein de façons de le faire. On a déjà réussi plusieurs affaires ensemble. On a réussi, si c'est en interne, à traverser des périodes de crise ensemble. On a fait la preuve qu'on avait un intérêt tout à fait partagé à ce que nos services s'entendent, et ainsi de suite. Troisième élément, un peu dans le même cadre que proposer des alternatives, faire des suggestions. Se référer au long terme. C'est important, notamment pour mettre en place des attitudes plutôt constructives, de rappeler qu'on va être amené à se revoir. Structurer positivement nos attitudes et notamment ne pas entrer dans la spirale attaque-défense, c'est-à-dire le côté attends, tu m'as eu sur ce point-là, mais je te préviens, sur le prochain, c'est moi qui vais t'avoir. Et vous savez, entrer dans ce créneau qui fait en fait qu'à un moment donné, ce qui est le plus important pour nous, ça n'est plus de trouver une solution, c'est d'écraser l'autre. Et là, ça devient négatif. S'intéresser à l'autre, poser des questions et tester pour comprendre. Ne pas hésiter, par exemple, à dire à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que cet aspect est tellement important pour vous? Qu'est-ce que vous attendez très exactement de ce point, etc. On va regarder maintenant quelles sont chacune des phases d'une négociation. Alors, ces phases, elles peuvent donner lieu, je dirais presque chacune, à plusieurs réunions, comme elles peuvent toutes se dérouler en 2 heures. Tout dépend de la complexité de la négociation, du nombre et de la personnalité des négociateurs. Mais en moyenne, vous allez d'ailleurs retrouver certains éléments qu'on va trouver dans tout aspect brainstorming. Ouverture, introduction, exploration, clarification, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, notre argumentation, et c'est là où on va avoir en face tout ce qui est la recherche de solutions, une phase plus orientée sur la conciliation et enfin une phase de conclusion. Alors, chaque phase est importante et on va le voir notamment, la conclusion sera quelque chose d'essentiel parce que c'est souvent le moment où on est un petit peu usé, on a dépensé pas mal d'énergie et si l'autre est malin, c'est là où il va en profiter pour faire passer l'obtention d'un dernier avantage.
un spécialiste, par exemple, des acheteurs en grande distribution, qui vous ont un petit peu déjà étranglé pendant 2 heures et qui, au bout de 2 heures, vont vous dire, quand vous croyez avoir remporté la négociation, ah, au fait, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, les 3% habituels de remise de fin d'ordre, c'est toujours d'accord. Alors, ouverture d'introduction, vous allez retrouver quelques points. Le classique icebreaking, alors je ne vous dis pas qu'il s'agit de façon fort hypocrite de complimenter l'autre pendant une demi-heure sur la beauté de sa nouvelle installation ou la difficulté de retrouver son bureau, mais le simple fait d'énoncer quelques phrases un petit peu en dehors de la négociation, c'est ce qui permet aussi de réduire le niveau de stress. N'hésitez pas, si dans cette négociation, l'enjeu est très fort pour vous, si vous vous sentez un petit peu stressé, à refaire certains exercices d'ancrage, de cohérence cardiaque, relaxation flash, etc. Ça peut vraiment vous permettre, en quelques respirations, de retrouver le plein accès à vos ressources. Bien cerner au départ le territoire de la négociation. On n'est pas là pour refaire l'historique de notre collaboration, on est là pour trouver une solution sur telle problématique qui nous occupe actuellement. Et autant que possible, essayez d'éviter les mots trop négatifs, les mots trop conflictuels. Donc, plutôt que de parler des points qui nous opposent, qui nous divisent, sur lesquels nous sommes en désaccord, mais trouver une solution dans une problématique commune, par exemple. Définir le process, comment est-ce que cette négociation va se passer. Et là, vous comptez avant tout sur votre sens du contact et de la communication, même si là, vous allez l'utiliser pendant toute la négo. Phase 2, exploration, clarification, ça va vous rappeler nos codev. C'est là vraiment où il va falloir vous mettre en questionnement et en écoute. Vous savez que l'écoute ne va pas de soi. Si vous vous souvenez de l'exercice qu'on avait fait sur Lester Stanway, qui jouait principalement dans des films de second ordre, vous avez dû vous rappeler que les questions que je vous ai posées après, vous n'étiez plus forcément très très sûr des réponses. Donc là, vous allez questionner, observer. Encore une fois, Merabian, 55% va passer par la gestuelle. Donc regardez bien ce qui se passe à ce niveau-là. Reformuler, et la reformulation est également ce qui va vous permettre d'obtenir des oui. Et obtenir des oui, c'est aussi ce qui va vous conduire vers une recherche de solutions communes. C'est là aussi où vous allez identifier les enjeux et les rapports de force. Si vous posez une question à Pierre et que c'est toujours Paul qui répond, mais ma foi, vous avez une chance de voir quels sont les jeux de pouvoir. Phase 3, l'argumentation. Et là, on va retrouver une méthode assez classique en technique de vente, qui est le cap son casse. Le cap étant caractéristique, avantage, preuve, c'est-à-dire un argument, présenter un argument, par exemple une concession, l'avantage et le bénéfice qui vont en découler pour votre interlocuteur et en donner une illustration. L'illustration, ça, vous pouvez tout à fait la retrouver avec ce qui s'est passé préalablement. Je reprends mon exemple. Vous avez à négocier avec des ressources avec votre patron. Vous pouvez très bien avoir, en termes de preuves, ça nous permettra de mieux nous organiser, ces ressources supplémentaires. Ça nous permettra de respecter le timing et on pourra ensuite rattraper les dossiers qui ont traîné. Regardez ce qui s'est passé il y a 3 ans. On avait pris effectivement des stagiaires pendant un certain temps. Eh bien, vous avez vu qu'en 3 mois, ils ont rattrapé le retard. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, vous allez illustrer, en fait, le bénéfice que vous allez présenter à votre interlocuteur. S'adapter à ses motivations. Ces motivations, un petit peu la même chose que ce qu'on a vu en carburant motivationnel, le son casse, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Si vous avez un patron qui est particulièrement sécurité, confort, c'est-à-dire je veux que tout soit sûr, blindé, dans notre zone de confort, etc., vous allez avoir intérêt peut-être à avoir 2 ou 3 preuves, à le rassurer, à prévoir un maximum d'objections. Si vous avez quelqu'un qui est plutôt un innovateur,
lui démontrer en quoi ce que vous proposez est particulièrement innovant, révolutionnaire. Et si vous avez deux interlocuteurs dans la négo, un qui est plus sécurité, un qui est plus innovation, eh bien, il faudra exposer les deux types d'arguments. C'est-à-dire montrer que c'est certes innovant, mais qu'en même temps, vous avez totalement blindé la démarche. Et c'est dans cette partie-là aussi que vous allez gérer les objections. Pour comprendre les besoins et les intérêts de ces interlocuteurs, je vous le disais tout à l'heure, il y a des besoins exprimés et puis il y a des besoins cachés. Les besoins cachés, il y a ceux dont votre interlocuteur est totalement conscient et ceux qui font tellement partie de ses croyances, de son cadre de référence, qu'en fait, chez lui, elles ne sont même plus conscientes. L'important, c'est que nous, ce à quoi nous avons accès dans l'immédiat, ce sont uniquement les besoins exprimés. Alors, pour illustrer ce principe et la nécessité donc de la préparation, de la recherche d'informations et ensuite du questionnement, je vais vous présenter un exemple que j'ai vécu avec, bon, sans le citer, un acteur majeur de l'emploi en France, un service public, donc sans le citer, vous voyez de qui il s'agit. Et ils se sont trouvés dans la situation suivante. Ils connaissaient parfaitement tous les élus en place jusqu'à l'arrivée de La République en marche. Arrivée de La République en marche, il faut refaire connaissance avec les nouveaux élus, de même que les nouveaux élus, qui pour beaucoup étaient des petits nouveaux à l'Assemblée nationale, eh bien, se trouvent à découvrir Pôle emploi. Je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Et on se trouve par exemple avec un nouvel élu qui a une usine qui ferme sur son territoire et qui veut absolument obtenir de Pôle emploi un dispositif extrêmement rapide, extrêmement puissant. La position officielle étant « j'ai besoin de mettre un dispositif en place très rapide et très puissant pour favoriser l'emploi sur mon territoire, étant donné que j'ai une usine qui ferme ». En réalité, en analysant les intérêts et les croyances de ce nouvel élu, les responsables régionaux de Pôle emploi se sont rendus compte de deux choses, que, en fait, comme il prenait ses fonctions et qu'il voulait faire ses preuves tout de suite, eh bien, il avait intérêt à ce que le dispositif soit rapide et visible, et peut-être encore plus visible que puissant. Le point important pour lui, c'était qu'on en parle, qu'il puisse tout de suite prouver qu'il savait agir. Et dans ses croyances, dans la mesure où ce nouvel élu était un patron de PME, dans ses croyances, il y avait le côté, de toute façon, le secteur public, c'est jamais aussi rapide et aussi performant que le secteur privé. Je ferais peut-être mieux de m'adresser au Bon Coin, à des cabinets de recrutement, enfin, à des acteurs privés de la recherche d'emploi. Donc, ce qu'ont fait les responsables Pôle emploi régionaux, ça a été qu'ils lui ont présenté un projet de dispositif, peut-être pas aussi puissant qu'il l'aurait souhaité, mais en tout cas qui était extrêmement visible. Donc, ils ont pu ensuite, si on reprend ce système caractéristique, avantage, preuve, lui dire « voilà ce que nous vous proposons de mettre en place ». C'est un dispositif qui démarre peut-être effectivement à une échelle un petit peu inférieure à vos souhaits, mais qui démarre de façon très rapide et qui permet tout de suite d'avoir certaines personnes qui ont un retour à l'emploi. Et d'ailleurs, pour vous en donner un exemple, je vous ai apporté la revue de presse de ce que ça a donné dans d'autres régions, mis en place avec des élus dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Donc, on avait bien caractéristique la présentation du dispositif. Avantage, un dispositif rapide et visible. Preuve, extrait de presse avec mise en avant, justement, de ce que ça avait donné dans d'autres régions et qui permettait de lever l'objection, la croyance de ce nouvel élu qui était, bon, le service public, c'est quand même un petit peu plan-plan. Vous voyez que si ça avait été uniquement non, mais si vous voulez un dispositif extrêmement rapide et extrêmement puissant, ça, c'est pas possible parce que nous, on a des contraintes, etc., eh bien, on serait parti sur une négociation sur le nombre d'emplois possibles avec quelque chose de beaucoup moins constructif, surtout que c'était une première collaboration. Ce
qu'on va faire donc dans ce cap son casse, c'est adopter justement ce discours systématiquement. Ce que je vous propose, c'est ce qui va vous permettre de, donc ce qui traduit le bénéfice de l'interlocuteur, ce qui veut dire pour vous, et on va donner une preuve. Ce que je vous propose, c'est un dispositif au départ un peu plus modeste que ce que vous aviez prévu, mais extrêmement visible, ce qui va vous permettre de montrer tout de suite à quel point l'emploi est important pour vous et d'avoir immédiatement déjà quelques personnes qui vont avoir un retour à l'emploi. La preuve, voilà notre revue de presse. Donc, en fait, le sacrifice que va consentir l'élu, accepter qu'il y ait un retour à l'emploi moins puissant dans l'immédiat, est largement compensé par les bénéfices qu'il va en obtenir, c'est-à-dire une communication, une image et déjà une visibilité dans son action. Je reviens sur la réponse aux objections. Je vous disais tout à l'heure, vous pourrez en préparer un certain nombre, pas forcément tout. Oui? Tu peux cliquer sur le précédent slide, s'il te plaît? Bien sûr. C'est la notion du cap que tu veux que je reprenne? Allô? Oui, c'est bon, ça me va. C'est bon. D'accord. Très bien. Accepter l'objection, la considérer comme une marque d'intérêt. Alors, qu'est-ce que j'appelle une marque d'intérêt? Ça n'est pas du tout une pirouette. Hein. C'est quelqu'un qui pose une objection, soit parce qu'il y a un malentendu, quelque chose qu'il n'a pas compris, soit parce qu'il veut se persuader que ce que vous lui proposez est intéressant pour lui, donc il a besoin d'une confortation, soit il veut simplement savoir, entre guillemets, ce que vous avez dans le ventre, et auquel cas, là aussi, vous avez intérêt à la prendre au sérieux. Important, creuser l'objection, c'est-à-dire éviter soit l'affrontement direct, soit de la laisser de côté, questionner pour bien la comprendre et vous assurer qu'une autre objection ne se dissimule pas derrière la première. Je prends un exemple. Imaginez que mon nouvel élu me dise mais vous êtes sûr que vous allez pouvoir tenir autant de recrutement en si peu de temps? En réalité, ça veut dire, est-ce que vous êtes sûr qu'en tant que service public, vous allez être si performant que ça? Donc là, il va falloir que je donne des exemples. Et ce qui peut être intéressant aussi dans une réponse aux objections, c'est de chercher ce qu'on appelle l'intention positive. Qu'est-ce que j'appelle l'intention positive? Imaginez un client qui vous dit ce qui me gêne un peu, c'est que vous êtes quand même nettement plus cher que votre concurrent. Si vous lui répondez « Ah mais oui, il y a une bonne raison, c'est que… » etc., vous partez dans l'affrontement. En revanche, si vous lui dites « En fait, ce que vous voulez comprendre, et c'est tout à fait normal, c'est ce qui justifie cette différence de tarif. C'est en quoi consiste notre valeur ajoutée, c'est ça ?» Et là, vous avez déjà fait passer la notion de valeur ajoutée. Donc, vous voyez qu'on n'est plus dans le domaine du « oui mais ». Et d'ailleurs, s'il y a un mot à rayer de votre vocabulaire, en fait, ça en fait même deux, c'est cette notion de « oui mais », parce que là, le « oui mais », c'est une ouverture du conflit. Et c'est vraiment, en somme, ce que vous voulez savoir, c'est ce qui vous paraît important, c'est vous avez raison d'être particulièrement vigilant sur ce point. Ce dont vous voulez être sûr, c'est que dans notre garantie, nous prévoyons bien tel élément. Phase 4, c'est là où on va retrouver nos différents niveaux, c'est-à-dire mon niveau d'aspiration, mon objectif réel, ma meilleure solution de rechange et mon point de résistance, en dessous duquel c'est non négociable. L'inconvénient, c'est que notre interlocuteur a également, lui aussi, un niveau idéal d'aspiration, un objectif réel, une meilleure solution de rechange peut-être, mais un point de résistance, un point de non-retour, certainement. Donc, c'est là où parfois, si vous sentez que vous avez des points de résistance qui sont en fait très proches l'un de l'autre, donc vous n'avez pas beaucoup de manœuvres de négociation, c'est là où il va falloir que vous pensiez à des solutions nouvelles. Je reprends mon exemple de mon avionneur européen. Mon point de résistance, c'est m'implanter sur le marché des États-Unis. Point de résistance de l'autre côté, ne pas acheter ce qui n'a pas été construit aux États-Unis.
Et vous voyez que là, si on en reste ici, la marge de manœuvre de la négociation, elle est pratiquement inexistante si on reste dans le cadre achat-vente. Donc, il va falloir à ce moment-là créer une solution nouvelle. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette idée au départ de ce que peut être la marge de manœuvre de votre négociation et de conforter ce que vous avez regardé dans cette préparation, justement en observant ce qui se passe pendant la négo. Conclusion. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un moment de la négociation où il faut rester extrêmement vigilant. C'est parfois là où vous allez avoir quelqu'un qui jusque-là n'a presque pas pris la parole et qui tout d'un coup a encore toutes ses réserves d'énergie, un peu comme l'excellent remplaçant qu'on fait rentrer dans les 5 dernières minutes de match, qui est encore tout frais et qui va essayer peut-être de vous mettre en difficulté. Donc en fait, la négociation, ça va être essayer de réduire dans la conclusion les derniers points de divergence. Et là, il ne faudra pas hésiter à réutiliser des formules positives. On a déjà trouvé des accords sur tel point. On était déjà d'accord sur telle ressource avant de démarrer cette réunion d'aujourd'hui. Ça peut aussi être le moment d'essayer d'obtenir quelques derniers petits avantages, mais sans trop pousser pour ne pas tout remettre en cause. Point clé, clarifier et mettre en forme les résultats obtenus. Une négociation qui se termine simplement avec « bon, ben c'est parfait, on a réussi à se mettre d'accord, c'est super ». Si vous avez un interlocuteur un petit peu rusé, il peut très bien, 8 jours après, quand vous lui envoyez le compte-rendu, vous dire « ah mais non, avec le recul, moi, c'est pas ça que j'avais prévu » ou « je dois revenir sur un point », etc. Donc, les résultats obtenus, c'est quelque chose qui s'officialise vraiment immédiatement. Donc, on passe par une reformulation globale des éléments pour pouvoir réobtenir des oui en série et remettre en forme les résultats obtenus. Pour en terminer, je vous disais tout à l'heure, il y a quelques techniques de négociation qui sont importantes à connaître, pour les connaître et pour les repérer. Vous avez 2 possibilités de mener une négociation un peu complexe, soit le point par point, soit le donnant-donnant. Le point par point, c'est quoi? Vous découpez une négociation par objet et vous remettez le compteur à 0 après chaque point. On a parlé des ressources supplémentaires, ok, c'est fait. Maintenant, on redémarre à 0 pour parler du planning. Alors, vous voyez que celui qui est en situation de force, il va avoir tendance à vouloir fonctionner comme ça. Parce que là, il peut se permettre de gagner sur chaque point. Si vous n'êtes pas totalement en position de force, je vous conseille vivement de procéder avec l'autre système, c'est-à-dire le donnant-donnant. Le donnant-donnant, c'est ce qui va vous permettre de dire, par exemple, ah non, là, j'ai accepté une réduction que j'ai par rapport aux ressources que je vous demandais. Maintenant, sur le timing, là, donnez-moi un peu de souplesse. Parce que sinon, c'est sur tous les points que je vais être perdant et je ne pourrai pas mettre en place tel dossier avec la qualité que vous me demandez. Donc, vous allez lier en fait proposition à contre-proposition. On s'inscrit dans un cadre global et on ne remet pas les compteurs à 0 à chaque fois. L'élargissement, on retrouve cet élément, aller plus loin que ce qui est prévu dans la négo initiale. Si vous avez vraiment un blocage majeur, ça peut être intéressant de redéfinir le contexte. Peut-être que si vous devez redéfinir un contexte de collaboration avec un client, eh bien, il va falloir sortir encore une fois un petit peu de vos habitudes si vous ne pouvez vraiment pas les maintenir. Ça aussi, ça se prépare. S'il refuse d'aller sur ce point-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour sauvegarder, encore une fois, une solution commune et une collaboration? Dernière astuce qui fonctionne assez bien, le faux pivot. Alors, le faux pivot, c'est totalement manipulatoire. Vous allez vous battre d'arrache-pied pour quelque chose qui n'est pas très important pour vous, mais qui a de la valeur pour l'autre. Et vous allez vraiment finir par céder, mais alors la mort dans l'âme. Bon, ben vraiment, ça, vous me l'arrachez, mais alors s'il y a bien un point sur lequel je ne comptais pas céder, c'était celui-là.
Et bien évidemment, ça va vous permettre de dire ensuite, ah non, là j'ai cédé là-dessus, alors que je m'étais promis de ne pas le faire. Donc, sur le point suivant, là en revanche, je ne céderai pas et je vous demande de mettre en place la concession que vous me refusez actuellement. Alors, attention, plus vous allez connaître la situation de l'autre, plus lui va connaître cette situation, plus ça peut être risqué. Parce que si vous vous battez d'arrache-pied sur un point qui n'est pas très important pour vous et que l'autre vous dit « Oh, ben non, finalement, ça, vous pouvez le garder, c'est pas bien grave, ça ne me gêne pas », vous allez vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Donc, ça, faites-le pour les éléments dont vous êtes certain que c'est important pour l'autre et que vous pouvez vous permettre effectivement de le lâcher. Mais tout ça, là aussi, c'est quelque chose qui va se préparer dans l'optique de cette négociation. Voilà. Je vais arrêter de partager et maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des remarques sur cette thématique de la négociation? Est-ce que vous avez repéré soit des axes de progrès, soit des bonnes pratiques que vous utilisez déjà dans vos négociations? Et encore une fois, vous avez vu que je ne parle pas de négociation tarifaire, hein, pas de négociation avec un client. Ça peut être le cas, mais c'est vraiment un des aspects. Voilà, je vous écoute. Qui souhaite s'exprimer? C'est un processus que vous pensez qu'il faudrait qu'on mette un peu à chaque fois ou enfin, je sais pas. Là, ça a l'air d'être. Tu nous présentes ça un petit peu comme si c'était comment je vais dire ça, un chemin obligatoire pour à peu près toutes les négos, où ça est réservé plutôt à quelque chose qui est un peu plus où l'enjeu est important, parce que c'est quand même un sacré travail à chaque fois, non? Alors, moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est même sur une négo à enjeu limité, de passer sur la phase de préparation. Je prends un exemple tout simple. Moi, quand je suis en négociation avec un client, systématiquement maintenant, je jette un petit coup d'œil à son historique. Je jette un petit coup d'œil au cas où il m'a demandé telle chose à la dernière minute, au cas où, enfin voilà, tout ce que j'ai pu vivre un petit peu avec lui parce que je sais que ça peut me servir. Et je vais par exemple me dire, bon, s'il fait comme d'habitude et qu'il me demande d'avoir un groupe de 15 personnes avec à la fois de la théorie, de la pratique, des jeux de rôle, de l'analyse, etc., il faut que je lui rappelle ce qui s'est passé préalablement dans tel cas où on a été obligé finalement de rajouter une journée. Et ça, je l'aurai plus forcément en tête. Donc, revoir les éléments qui peuvent m'être utiles pour préparer une argumentation, essayer de me renseigner sur mon interlocuteur s'il est nouveau. Je pars souvent du principe que, par exemple, il y a un nouveau responsable de formation. Il arrive peut-être aussi avec l'intérêt, avec l'envie de faire bosser des gens avec qui il a déjà travaillé et pas forcément avec moi, ce qui peut être tout à fait normal. Donc, je vais prendre le temps de lui poser la question dans la phase de découverte. Les cabinets avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, c'est plutôt quel type? Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez eux et ainsi de suite. Mais je vais aussi me renseigner sur le bonhomme, très clairement. Voir ce qu'il a fait auparavant, comment il travaille, même si ce n'est pas une négociation extraordinaire. D'abord, ça montre à l'autre qu'on l'a quand même pris suffisamment au sérieux pour lui consacrer du temps, un minimum de recherche. Ça peut être 3 coups de fil, hein. Ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un que vous connaissez qui a travaillé avec un nouvel interlocuteur en lui disant comment ça se passe avec lui, c'est quel genre de négociateur, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ce n'est pas obligatoirement une étude de marché. Là, tout dépend effectivement de la complexité de la négociation. Mais le côté prendre le temps de dire, bon, déjà, on est d'accord sur tel point, les points sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord aujourd'hui, c'est ça et ça, au lieu de démarrer par, au départ, on sait qu'on n'est pas d'accord sur tel point, ça, c'est quelque chose d'important. Le rappel. Après, il y a les techniques de discussion, ouverture, etc., qui rentrent en ligne de compte. Oui. Et si la négoce est un petit peu impromptue, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui c'est un moment et hop, il dit tiens, je voulais te parler, j'ai besoin de telle ou telle chose. Donc là, il est impossible d'avoir préparé ni quoi que ce soit, on ne le sait même pas forcément. Ça mérite de dire attends, stop, là, j'ai pas le temps, on le recale.
sans que ça soit forcément mal pris, non? Enfin, je sais pas. Alors, moi, ce que je tente et ce qui passe en général pas mal, c'est que je fais au moins déjà une partie de la phase de questionnement. En disant tout de suite, attends, là, je vais pas pouvoir avoir le temps d'aborder ça de façon sérieuse avec toi. En revanche, dis-moi juste le point qui te concerne exactement, c'est quoi? C'est-à-dire, je montre tout de suite qu'il va y avoir un certain intérêt et en même temps, je sais déjà dans quel sens je vais devoir préparer la négociation. Ouais, d'accord. D'autres questions? Parfait. Eh bien, écoutez, il va me rester à vous souhaiter un été rayonnant, reposant. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà en vacances. C'est-à-dire que normalement, oui, mais je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé, en fait. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc, vous êtes peut-être en vacances administrativement, mais ça ne se remarque pas encore dans votre emploi du temps. C'est juste officiel, en fait. C'est ça. C'est assez classique dans les MBA. Je ne sais pas d'où ça vient, mais… OK. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances, officielles, réelles un peu quand même, hein, recharger les batteries. Et puis, je vais mettre fin à cette thématique. Je vous dis rendez-vous à la rentrée. Encore une fois, je vous souhaite de très, très belles vacances. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut à tous.